prévu à partir de ce 14 justement jusqu'au 16 pour évaluer l'état de siège dans la partie est de la République démocratique du Congo? On se pose des questions. Est-ce que c'est la réussite ou c'est un échec? La même question, je vous laisse répondre à cette question, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Parce que le chef de l'État, en entrant justement dans ses fonctions, il a décidé, ou il s'est décidé de proclamer l'état de siège dans la partie Est, ensuite finir avec l'agression rwandaise. Alors selon vous, est-ce que c'est une réussite ou c'est un échec? Le gouvernement va se mettre autour de la table pour évaluer à partir de 14, 15 et 16, pratiquement 3 jours de l'évaluation de l'état de siège. Juste après ceci, nous revenons à vous. Alors pour en parler, nous recevons pour vous un président d'un parti politique. Lui s'appelle Basile Katanga. Il est président de la Libération congolaise. La libérale congolaise, justement. Bonsoir, monsieur Basile. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Merci. Ça fait un bail, je vous ai vu il y a longtemps. Vous êtes en bonne santé? J'étais un peu dans... J'étais en train de travailler, j'étais un peu caché dans mon trou. D'accord. Oui. Et le parti évolue? Oui, ça évolue. Comme il se doit? Ça évolue. On va voir comment ça va se passer. Vous êtes à l'Union Sacrée? Vous faites partie de l'Union Sacrée? Nous sommes dans l'Union Sacrée. Vous soutenez la vision? Vraie Union Sacrée, pas l'Union Sacrée des façades. Oh, il y a une Union Sacrée des façades et la vraie? Oui, c'est ce que je comprends. La différence, elle est à quel niveau? La vraie union sacrée est où? Et puis la façade, elle est où? La façade, c'est quand on se présente, on se promène avec les effigies du président, avec des drapeaux. C'est la façade. C'est en termes simples qu'on peut le dire. Mais quand on travaille et qu'on peut travailler aux idéaux et travailler pour que le président de la République puisse atteindre ses objectifs, là, je pense qu'on n'est plus de façade, mais on est de fond. Qui fait la façade selon vous? Est-ce que vous avez un exemple d'un parti politique qui fait la façade? Non, je ne viens pas pour ça. Alors, vous ne citez pas? Je ne cite pas. Mais certainement qu'il y en a qui font la façade et il y en a qui sont des vrais. Effectivement. Il y a ceux qui font la façade et ceux qui font le travail. Très bien. C'est connu de tout le monde. On va justement découvrir si réellement vous êtes de vrais ou vous êtes des façades, parce qu'on va parler du chef de l'État. Il y a des questions autour du chef de l'État, autour de son programme, autour de tout ce qu'il a fait pendant ces 4 ans, parce que déjà le mandat touche à sa fin. Ouais. Il a 4 ans et demi. D'ici peu, les élections vont s'organiser en décembre 20. Est-ce que vous pensez que le chef de l'État a réussi son mandat? Oui. Très bien. Ici, je passe comme un simple observateur. Tout à fait. Ça, c'est un. De deux, je ne fais pas une analyse ou des propos flatteurs. Parce qu'on a beaucoup vécu cette flatterie-là des années et des années. Ça ne nous amène nulle part. Mais ici, je pense que si nous venons, c'est juste pour échanger, parler de l'avenir de notre pays, parler de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre peuple. Voilà, je pense que c'est le plus important qu'il faut se mettre dans la tête. Très bien. Je commence la première thématique, justement, c'est après la francophonie. Vous avez assisté au jeu de la francophonie depuis 10 jours déjà. Maintenant, il y en a qui se posent des questions. Pourquoi les jeux de la francophonie? Qu'est-ce que les jeux de la francophonie ont amené en RDC? Est-ce qu'il y a des acquis? S'il y a des acquis, comment les conserver? Vous, à votre niveau, est-ce que c'était important que les Jeux de la francophonie viennent en RDC? J'aimerais commencer par rendre hommage, dire félicitations au président de la République
et son gouvernement qui exécute son programme d'action gouvernementale, et puis tous les acteurs, tant politiques, économiques que sociaux, qui ont fait que l'événement puisse avoir lieu. Et la fois passée, quand je suis passé dans une émission en Lingala, j'avais dit que merci et bravo au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son opiniâtreté. C'est-à-dire, un opiniâtre, c'est quelqu'un qui tient le coup malgré les découragements, les embûches, les problèmes. C'était sûr, oui, les obstacles. C'était sûr que beaucoup d'ennemis du Congo voulaient l'échec de cette manifestation. Bravo au peuple congolais, bravo à vous qui avez fait la couverture de ce grand événement. Et ça va rester dans les annales de notre pays et du monde, parce qu'ici, le Congo a accueilli plus de 3000 athlètes qui étaient prévus. Et quand vous prenez les 3000, mettez aussi leurs entraîneurs, les médecins, donc toute cette équipe technique-là qui devrait couvrir l'événement. Donc on a pu, pour la première fois, avoir une masse de gens de plus de 5 à 6 000 qui sont venus au pays pour participer à cette manifestation. Et c'était une manifestation grandiose qui a cartonné, comme avec la RFI, avec beaucoup de radios et de télévisions l'ont témoigné. Donc, selon vous, est-ce que c'est une réussite ou c'est un échec? C'est une réussite. Et si quelqu'un peut dire que c'est un échec, c'est qu'il est animé de mauvaise foi. Réussite à quel niveau? Simplement parce que les jeux se sont joués, ou alors derrière ces jeux, il s'est caché quelque chose. Est-ce que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, est-ce que nous pouvons nous attendre à quelque chose après la francophonie? Oui, après la francophonie, je pense qu'il y a eu une discipline qui a été établie. Moi, je me dis, ça ne sert à rien tout le temps de rêver grand. Oui, on rêve grand parce qu'on veut devenir grand. Mais rêver grand, parfois, ça rend les gens... les gens se découragent parce qu'il a rêvé grand alors qu'il n'avait pas les makoki. Il n'avait pas les moyens pour être grand. Mais maintenant, ce pays a accueilli plus de 3000 athlètes. Et quand vous prenez les 3000 athlètes et tous les invités là, quand ils peuvent manger, boire, dormir, c'est l'argent qui est entré dans les hôtels, dans des restaurants et tout ce qu'on a acheté, comme je l'expliquais. Donc économiquement, la RDC a gagné. Économiquement, RDC a gagné. Parce que je ne sais pas comment est-ce que les gens voient. Et puis, toutes ces bâtisses qu'on a eues, Stade Raphaël, Stade des Martyrs, on sent quand même que c'est du nouveau. Donc sur les plans infrastructure, vous pensez que la RDC a également gagné à travers les infrastructures que nous avons au Stade des Martyrs, au Stade de Raphaël. Nous en avons déjà 2 stades. Comment les conserver après la francophonie, surtout au niveau de Stade Tata Raphaël, où on a très souvent des inciviques qui passent par là. Est-ce que vous pensez qu'après la francophonie, ces infrastructures seront conservées comme il se doit? Attendez, s'il y a des policiers qui sont qui font la garde des individus, s'il y a des militaires qui font la garde bon, maintenant il y a une nouvelle loi ou donc un nouveau règlement avec le commandant chef de l'armée qui avait interdit que ne peut être gardé par un militaire ou un soldat que le ministre de la Défense, le président de la République et les officiers qui sont dans l'armée. Il est revenu dans les normes. Oui. Alors, auparavant, on a vu des civils qui étaient gardés par les militaires. Oui, justement. Alors, si je ne minimise pas la sécurité, si a fortiori, a priori, on a des gens, des civils qui sont gardés, au nom de quoi les grands édifices qui font la fierté de notre pays ne peuvent pas être surveillés. Prenons qu'on mette 4 militaires, ou non, 4 policiers dans un site comme Papa Raphaël. Ça coûte quoi au pays? Parce que
il faut réfléchir avec des moyens, il faut réfléchir avec des solutions. Les Congolais, nous avons été habitués à un certain moment de vivre sous la critique. C'est ce que moi j'ai toujours appelé l'autoflagellation. Les gens s'autoflagellent parce qu'ils n'ont pas de solutions à donner à leurs problèmes. Si on peut nous donner 5 policiers qui peuvent garder Tata Raphaël, ce stade-là sera toujours propre. Si on peut mettre encore 5 ou 10 au niveau des martyrs, oui. Ça va aller. C'est tout simplement, disons que c'est manque de volonté. Manque de volonté, manque d'organisation. Je reviens encore sur le... Qui manque de volonté? C'est l'État? L'État congolais, excusez-moi, ici je ne veux pas parler le dos de la cuillère. J'expliquais la fois passée. On va y arriver avec 145 territoires. Et il faudra aussi, je pense, nous en avons, je ne sais pas, 99 communes ou combien, ou c'est plus que ça. Si on peut responsabiliser les communes, je pense que ça doit relever de la responsabilité du bourgmestre. Tu ne peux pas mettre une casserole ou une marmite sur le feu sans qu'il y ait un surveillant. Et tu ne peux pas mettre une banane dans le feu. Si tu ne tournes pas, la banane va se transformer en breuse. Alors, c'est ce que nous demandons. Je reviens encore avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que allez-y de l'avant. Mandat au Kozwango. Mais réfléchissez déjà sur la réorganisation des communes aussi. Donc vous lui garantissez déjà le deuxième mandat? Non, mais on ne change pas l'équipe qui gagne. Excusez-moi, je ne viens pas pour le flatter. Et cette équipe a gagné? Il est en train de gagner. Avec quelques individus qui sont aux côtés de lui. Il y a aussi mais il y en a qui disent que le chef de l'État n'est pas aidé. Il n'a pas une équipe devant lui, enfin devant l'aider à aller de l'avant. Vous pensez qu'il gagne? Jusque-là, il gagne toujours? Je parle de l'opiniâtreté. Oui. Il est opiniâtre. Il va gagner. Il gagne en faisant quoi? Bon, revenons tout d'abord sur le plan des infrastructures que nous avons eues, que vous m'avez posées. Quand nous prenons ces infrastructures-là, il suffit seulement qu'il y ait l'organisation. Je réfléchissais ce matin, je me disais, bon, il y a un problème, un couac dans ma petite réflexion, parce que ne pensez pas que j'ai bien réfléchi. Je me contredis encore, parce que si je viens devant le petit écran, c'est pour donner les idées à gauche, à droite, avec les différents... C'est pour réfléchir. C'est pour réfléchir. On peut demander au bourgmestre de s'occuper de ces installations, ou de ces stades, ou de ces gymnases, tout. Vous allez entendre le ministère des infrastructures dire que ça relève de notre responsabilité. Vous entendrez encore le ministre des Sports et Loisirs qui reviendra pour dire mais ce sont des complexes sportifs. Et puis vous allez voir encore pour l'Académie des Beaux-Arts et ailleurs où on a travaillé, il y aura encore le ministre des Cultures qui va venir pour dire que ça relève. Alors cette cacophonie-là, pour l'entretien, il va envoyer son groupe, il dit non, nous avons une manifestation à faire, mais comme la manifestation vient du ministère des Sports et Loisirs, donc l'argent doit partir vers le sport et loisirs. Donc c'est pourquoi je me dis, réfléchissons en termes d'un règlement d'ordre intérieur. Qui doit conserver les infrastructures? C'est-à-dire, selon vous, pour éviter cette cacophonie, le chef de l'État doit responsabiliser un secteur ou vous pensez que c'est le gouvernement qui s'en charge? Ça, c'est... Bon, le chef de l'État, excusez-moi, le chef de l'État, quand nous parlons d'un chef de l'État, c'est comme quand vous prenez le patron de Google ou quand vous prenez le patron de Microsoft, tout ça, ou celui de Facebook ou celui de Twitter, tout ça. Ils n'ont jamais été en Afrique, d'autres, ils n'ont jamais été dans le monde, ils sont dans leur pays, ils travaillent avec des collaborateurs. C'est là où nous demandons l'esprit de collaboration et l'esprit du travail bien fait. Donc ici, ça peut être le Premier ministre qui initie, ou ça peut être un ministre. Dans le Conseil des ministres, on ne va pas seulement pour faire rapport, mais
aussi, c'est un cadre dans lequel on peut faire des propositions, des projections. Moi-même, quand ça ne relève pas de votre ministère, vous pouvez dire que non, moi je suis chargé de l'agriculture, mais en me promenant, j'ai vu qu'il y avait un problème de transport dans telle commune. Donc je pense que quand je parle de ça, nous parlons pour que les ministres, les conseillers des ministres peuvent donner les idées. C'est-à-dire qu'on peut faire un règlement pour dire que tout ce que nous avons hérité de la francophonie, il y aura tel ASBL qui va s'occuper, qui doit donner rapport, tel ministère, tel ministère, tel ministère. La messe est dite et on avance. Parce que si on dit, bon, tout ce que nous avons hérité de la francophonie, il y aura une ASBL ou une structure qui va s'en occuper. Et on ne veut pas avoir des injonctions. Et écarter les ministères des tutelles. Messieurs, ça coûte quoi? Et ça change quoi? Le ministère des tutelles, il veut que les choses avancent. Et si on lui dit que non, nous allons mettre une structure qui va s'occuper de ça, ou une organisation qui va maintenir, parce qu'il y a le problème de maintenance. Hein. Oui. Hein? Quand on a dansé, quand on a joué, quand on a prié, c'est sale, ce n'est pas propre, il faut entretenir les toilettes, parfois c'est bouché, tout. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fait. Alors, si le ministère des tutelles en fait un problème, posez-lui la question pourquoi il en fait un problème, parce qu'on fait quand même que l'organisation existe et qu'il y ait la continuité de ce que nous avons eu comme infrastructure. Exact. Voilà, c'est comme ça que moi je réfléchis. Très bien. Alors, après cette francophonie, nous devons apprendre à conserver les infrastructures que nous avons bénéficiées. Alors, sur le plan économique, vous avez dit que les hôtels avaient gagné de l'argent à travers les athlètes qui sont venus de part et d'autre. Ouais. Sur le plan diplomatique, vous pensez que c'est une réussite? Sur le plan diplomatique, je pense que c'était un défi. Un défi? Oui, un défi, vous avez vu quand même, parce que en Chiluba, on dit c'est-à-dire? Quand tu as ton problème, parle-en pour que le monde t'écoute. D'accord. Ou celui qui est à côté de toi, c'est toi qui dois dire que j'ai faim. Et on va savoir que tu as faim. Au lieu que ce soit une autre personne qui va dire, regardez sa tête là, on dirait qu'il a faim. Alors, c'était un défi sur le plan diplomatique. On a vu des fédérations, la fédération de Belgique, faire une déclaration selon laquelle ils ne voulaient pas envoyer leurs athlètes parce qu'on n'avait pas une bonne infrastructure. Oui. Et quand on vient... on est surpris. On est surpris. Donc, ça prouvait que le Congo, c'est un pays de travailleurs. Et même la secrétaire ou l'administratrice disait que... On me disait que... Louise Mushikiwabo? Non, Louise Mushikiwabo n'est pas venue, je ne sais pas pour des raisons. Je n'entre pas dans ces polémiques-là. Ça doit être une Canadienne ou une Française. Oui. Elle a dit, on me disait que impossible n'est pas congolais. Et je pensais que elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Et elle a cru. Oui. On m'a dit, l'impossible n'est pas congolais. Mais quand j'ai vu ce que j'ai vu, même les athlètes, tout le monde a témoigné de ça, c'est que ça prouvait que aujourd'hui même, tout le monde nous propose de demander l'organisation de la CAF, de la CAN ou même des Jeux Olympiques. Nous allons les organiser. Parce que le Congolais partage sa joie. Oui, il partage sa joie. Et vous entrez dans tous les terrains, c'était plein. Et d'habitude, quand il y a une compétition qui se joue dans un pays, vous verrez toujours les stades vides. Alors ici, on a vu qu'il y avait l'engouement. Bravo quand même à l'organisation, bravo au chef de l'État. Pas pour vous flatter, monsieur chef de l'État. Et l'honneur que vous avez donné à la RDC, c'est le fait que pour la première fois, dans un stade comme celui des Martyrs, dans un stade comme Tata Raphaël et à l'Échangeur, on a vu les parents... Puis à l'esplanade du Palais du Peuple. Oui. On a vu les parents aller avec leurs femmes ou avec leurs enfants. On a vu les bébés... Et rentrer sans incident. Oui, sans incident et c'est terminé. Et bravo au peuple congolais, bravo aux Quinois. Ça ne sert à rien de chercher à critiquer parce que même si on a vécu dans la culture des critiques sans embâche, mais ici, disons-le clairement que une fois, le Congo a reflété l'image adorable. Et vous voyez même l'échangeur, depuis que ça a été construit,
Et aujourd'hui, ça prend forme. Et ça fait maintenant la fierté de notre République démocratique du Congo. Et arrêtons de nous autoflageller. Donc, il était important que les Jeux de la francophonie viennent en RDC parce que nous avons acquis, selon M. Basile, plusieurs secteurs, entre autres l'économie. Il a répondu. On va prendre la table ronde qui se prévoit. D'ici les 14, on aura une table ronde faite par le gouvernement pour évaluer l'état de siège décrété depuis le début du mandat du chef de l'État. Alors, M. Basile, comment vous, la première question, comment vous analysez, vous évaluez l'état de siège qui a été décrété dans la partie Est de la République? Est-ce que vous pensez que l'état de siège a résolu ou a résolvé quelque chose, ou c'est le début et l'après, enfin, l'avant et l'après, c'est du bonnet blanc bonnet? Le terme évaluation, pour nous autres qui avons fait le développement, c'est un grand mot. L'évaluation, c'est tout ce qui... C'est ça même la charpente ou l'écran, comme nous avons à la télévision. L'évaluation, c'est l'écran. Comme je suis en train de m'exprimer, les gens me voient, c'est ça l'évaluation. C'est l'écran. Et cette évaluation se fait avant, pendant et après. Pour parler de l'évaluation, il faut tout d'abord aussi réfléchir en termes des objectifs qu'on s'est définis. Oui. Quand on se définit les objectifs, en ce moment-là aussi, on doit se définir les moyens et les capacités qu'on doit avoir. C'est comme un projet. Donc quand vous avez un projet, vous devez évaluer le coût du projet, le personnel qui doit entrer en action, les moyens que vous avez, et je pense que c'est autour de ça qu'ils vont évaluer. Pour l'historique, le président de la République avait dit que durant son mandat, il allait rester, il allait se battre pour que cesse la paix. Oui, la paix. Il avait même pas fait, il avait fait même la déclaration qu'il va faire l'état de siège. Et il s'est rattrapé pour dire que voilà, quand je n'étais pas encore aux affaires, il y avait certains souhaits que j'avais émis, mais quand vous entrez aux affaires, vous comprenez que c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Votre présence au niveau de la capitale résout beaucoup de problèmes que quand vous êtes à l'intérieur. Oui. Et maintenant, avec l'avancée de la technologie, je suis tout en temps et en heure, et même quand il y a des opérations sur terrain. Il s'est défendu, je pense que le ministre chargé de la communication ou celui de la presse présidentielle peut se détendre là-dessus, je ne suis pas mandaté pour le dire. Et aujourd'hui, dès le début, j'avais vu que, personnellement, en faisant cette évaluation-là, je trouvais que les gens étaient pris au dépourvu. D'accord. Tous ces groupes de belligérants, d'autodéfense, avec l'état d'urgence, l'état de siège, ils étaient pris au dépourvu. Mais nous avons un autre problème, c'est cette guerre qu'on nous a imposée avec les M23. Et les M23 ne nous ont pas beaucoup aidés, d'autant plus qu'ils ont créé la distraction au Nord Kivu. Et il faut aussi dire qu'une grande partie de notre armée a été tournée vers le Nord Kivu, laissant Ituri seul. Et je pense que les militaires sont bien placés pour expliquer l'évaluation Est-ce que ça valait la peine qu'on ait cet état de siège? Oui, est-ce que ça valait la peine? Personnellement, je trouve que ça valait. Parce qu'il faut tenir compte du coût, des moyens, et puis parce qu'avant l'état de siège, pendant l'état de siège, après l'état de siège, est-ce qu'il y a une différence selon vous? Il y a une différence. Le problème, c'est quoi? Il faut encore communiquer. Au niveau de la frontière? Non, au niveau de... C'est vous les journalistes qui êtes à la base de tout ça, et tous vos communicateurs. Ces gens-là, ils vont, ils tuent, ils pillent. Et quand ils ont tué à 4 h du matin,
30 minutes après, ils envoient ça dans les réseaux. Et quand ils ont envoyé dans les réseaux sociaux... Et les gens relayent. Les gens, les journalistes, les autres relayent ça. Et ça fait boum sur le plan national. Donc les gens jouent au jeu de l'ennemi. Oui, on joue au jeu de l'ennemi. Je vous donne un exemple. C'était en Suède. Un psychopathe était entré dans... C'était un endroit préparé pour les vacances. Il y avait beaucoup de jeunes. Avec une arme, il a tué plus de 30 personnes. Et vous savez, c'est que... Ça doit être Suède ou Finlande, quelque chose. Ça, c'est l'Europe de l'Est, du Nord. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait? Cet homme-là, on l'a jugé, on a tout fait sans même parler de lui. On a interdit qu'on ne parle pas dans les journaux, on a interdit qu'on ne parle pas à la télévision, on a interdit... Donc on a étouffé l'affaire. Non, pas étouffé l'affaire. On a étouffé le mal. Parce que quand vous passez à la télévision, à la radio, hier on a tué 5, le lendemain on a tué 10. Et oui, mais vous faites ce travail-là, c'est pour faire quoi? Oui, mais on en parle parce que ça choque. Vous pensez Il y a des familles qui perdent les leurs. Monsieur Désiré, vous pensez que ici à la télévision, vous n'avez pas beaucoup d'informations sur la sécurité de l'État? On en Vous a. n'avez pas des informations On sur en a. le fonctionnement du pays? Est-ce que vous êtes obligé de passer tout ça à la radio ou à la télé? Non, non. Il y a des choses que nous pouvons dire, bon écoutez, monsieur le ministre des Affaires de l'information ou de la communication, voilà, nous avons telle situation, ou alors à l'armée, pour dire que nous avons des ennemis qui sont entrés au pays, ils ont tué tel endroit, et veuillez un peu prendre vos dispositions. Vous pensez que plus sécurité que la sécurité, c'est moi ou c'est vous? Non. Il y a des professionnels qui sont chargés. Les militaires sont là pour sécuriser nos frontières. Et ils sont formés pour ça. Il faut parfois leur laisser le temps d'évaluer l'activité. Et j'aimerais aussi qu'au cours de cette table ronde, qu'on respecte aussi la vie des militaires. Qu'on invite aussi des militaires. Oui. Et puis qu'on respecte leur avis. Ils sont des professionnels. Vous allez prendre... Parce qu'ils sont sur le terrain. Oh, mon cher, écoutez, vous prenez un député qui a fait mandat, qui fait beaucoup de bruit maintenant parce qu'il veut être élu, pour qu'on puisse relayer dans des réseaux sociaux que c'est lui qui plaide pour la cause de sa population. Et c'est celui-là qui va décider sur les stratégies. Et c'est celui-là qui va évoluer. Et il y a quelqu'un qui n'a jamais été sur terrain. Excusez-moi, mais c'est aussi une occasion pour me déchaîner ou pour un peu donner mon point de vue. Durant 30 ans, cette partie-là de l'Est est sous les armes, sous le feu. Vous pensez qu'avec 2 ou 3 ans que Félix Tshisekedi vient au pouvoir comme président de la République, il va résoudre le problème en 30 ans, de 30 ans. Oui, mais il est là pour résoudre les problèmes. Oui, il est là pour résoudre les problèmes. Oui. Je ne défends pas le diable. Ici, je parle de la réalité telle qu'elle est. Et tous ces gens qui sont en train de critiquer mon frère, il y a d'autres qui n'ont jamais entendu le bruit de l'arme. Oui. Et même quand il entend le bruit de l'arme, c'est à distance, il entend et puis il ne connaît rien. Mais allez demander aux gens qui ont vécu les affres de la guerre. Et aujourd'hui, il faut dire que nous sommes attaqués. Et comme nous sommes attaqués, l'armée était faible. Tout le monde est de même avis que moi. L'armée a été faible, il faut encore restructurer cette armée. Il faut former les policiers, les militaires. Et vous savez, un militaire qui a vu son frère, son ami mourir au front, et une semaine, 1 mois après, vous lui demandez encore de rentrer au front. Il sera dans quel état, psychologique. Et c'est là où nous demandons à tous ces soi-disant experts de parfois la fermer. C'est-à-dire que... Pourquoi? Non, nous sommes habitués... Les experts vont la fermer. Non, j'ai dit les soi-disant. Parce que je vous donne l'exemple. Quelqu'un qui n'a pas suivi le cours de sécurité, quelqu'un qui n'a jamais eu le cours, qui n'a pas suivi le cours de communication, quelqu'un qui n'a jamais lu même pas un rapport de 5 pages sur la guerre à l'Est, il se met debout pour faire la déclaration. Cette déclaration, il l'a fait sur base de quoi? De son diplôme? Non.
remettons les choses je pense que la francophonie, ou le jeu de la francophonie, nous ont montré que le Congolais est capable de travailler. Le Congolais est sérieux. C'est un homme sérieux. Pour vous, après la table ronde, je voudrais maintenant avoir votre point de vue. Faudra-t-il mettre fin à l'état de siège ou poursuivre avec cet état de siège après la table ronde, justement, après l'évaluation? Si c'est pour... ça dépend que de moi. Je veux que l'état de siège continue. Pour 2 ou 3 raisons. D'accord. Déjà, les députés provinciaux sont fait mandat. Oui. Les députés nationaux sont fait mandat. Oui. Dans plus ou moins 5 mois. 5 mois ou 4 mois, Oui, on aura des élections. on aura des élections. Oui. Pourquoi ne pas réfléchir ça, c'est une évaluation. Quand on parle de l'évaluation, ça ne veut pas dire qu'on prend une décision de changer. L'évaluation, c'est aussi, quand on commence à faire cette évaluation, c'est pour voir est-ce que nous avons bien travaillé, est-ce que nous n'avons pas bien travaillé. Si nous avons bien travaillé, où est-ce qu'il y a de failles? Quels sont les progrès? Oui, quelles sont les failles? Oui, quelles sont les failles? Et à ces failles, qu'est-ce que nous pouvons y apporter comme solution? Il faut déjà préparer la population dans cet esprit-là, que l'évaluation ne veut pas dire changement. Et quand on va au Conseil des ministres, ce n'est pas pour dire qu'on va limoger un ministre. Non, c'est juste pour voir est-ce que nous sommes dans les prérequis de nos tâches et de nos activités. Donc ici, si ça dépendait de moi, j'aurais souhaité qu'on réfléchisse sur l'après les élections. Parce que nous n'avons que 4 mois, 5 mois. Donc l'état de siège doit demeurer jusqu'à ce que la CENI organise les élections. Oui. Et ensuite, et après les élections, que l'état de siège pourra être peut-être supprimé ou arrêté. Oui, on va voir comment on va... oui, voilà. Oui, mais pour quel résultat? Parce que déjà, l'état de siège a été décrété simplement pour imposer la paix dans la partie est de la République. Oui. Mais jusque-là, ceux qui sont là, et puis certains Congolais pensent qu'il n'y a pas de paix. Jusque-là, il n'y a pas de paix. Et on va maintenir l'état de siège tout le temps. Ne restons pas dans votre approche journalistique. Oui, mais il faut aller jusqu'où? Allons-y dans l'approche du terrain. Et tout ce qui se raconte, est-ce que vous avez déjà entendu, même quand vous suivez, j'ai déjà refusé de m'autoflageller. Je ne parle pas de la télévision congolaise ou de la radio congolaise. Je vais parler de l'Afrique, de RFI, Radio France Internationale. Oui. Vous avez déjà entendu la presse véhiculer de bonnes nouvelles? Sur l'Est? Non, dans l'ensemble. La presse, elle véhicule toujours des mauvaises informations. Les gens se sont... Bah, attendez, suivez le matin. Quelle presse? Même la presse congolaise, la presse internationale? Je ne veux pas m'autoflager. Je parle maintenant sur le plan international. La presse, généralement, elle parle que tout ce qui est sensationnel. C'est ça la presse. Comment ça? Oui, c'est-à-dire qu'on donne des informations qui sont mauvaises. La presse informe. Oui, allez-y aux États-Unis. Hier, on parlait des îles de Hawaï qui sont complètement bannies de la carte, comme il le disait. On montre les images calcinées, tout ça, des maisons calcinées, tout ça. C'est ce qu'on va donner comme information. Est-ce que vous avez entendu qu'aux États-Unis, il y a une femme qui a accouché 4 enfants, 5 enfants? Donc on donne toujours de mauvaises informations. Et la même chose, pourquoi je fais cette analyse-là, comparative, c'est pour vous dire que quand on parle de l'Est du Congo, c'est un tout petit peu gonflé. Je ne minimise pas. J'ai mal quand je vois ce qui se passe dans le Nord Kivu et à Ituri, comment on coupe des gens comme du gibier. J'ai été même fâché. J'ai entendu le représentant, donc le ministre de Justice, qui s'est adressé, je ne sais pas si c'était vrai, à M. Châtaignier, que voilà, au lieu de s'attaquer à Bitakwira, tous ceux qui sont en train de dire, mais il y a les gens qu'on est en train de tuer comme du gibier, et vous ne réagissez pas. Donc, ça nous fait mal tous. Mais il faut dire que l'évaluation en Ituri et ailleurs, mon frère, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, avec l'état de siège, ça avait amélioré la situation. Même les grandes analyses sérieuses disent que
Les gens là sont en débandade. Mais maintenant, donnons aussi la chance avec cette nouvelle équipe des militaires qu'on est en train de former. Le président de la République avait annoncé qu'il y a eu des dizaines, des milliers de jeunes qui se sont enrôlés dans la police et dans l'armée. Oui, c'est déjà c'est ouf de soulagement qu'on va avoir pour l'armée. Ils viennent avec une autre mentalité et il va y avoir aussi des permutations de tous ces gens-là. Il y a aussi des réservistes qui sont en train de travailler, qui ont aussi gardé la maison. Voilà, il faudra que la table ronde ou cette table d'évaluation n'y aille pas avec des sentiments. Parce qu'on a toujours observé ici chez nous, quand il y a un événement comme ça, il y a ceux qui vont monter au créneau pour dire que moi je refusais, j'ai fait ça, mais qui n'ont jamais proposé de solution. Les gens qui vont s'approprier de la raison. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en faire son problème, mais nous savons que nous sommes en période de campagne. Et si... tout le monde cherche un discours. Tout le monde cherche un discours et tout le monde va chercher à ce qu'il puisse tirer le drap de son côté. Alors, sur ce plan-là, nous demandons quand même que l'évaluation ne veut pas dire changement. L'évaluation veut dire connaître les avancées, les progrès et les failles. Apporter une solution. Et trouver des solutions, justement. Oui, mais vous, déjà, vous avez proposé que l'état de siège demeure jusqu'à l'organisation des élections. Oui, après les élections, vous proposez une autre évaluation et avant sa suppression. Oui, avant sa suppression, parce qu'on peut orienter, hein, il y a moyen d'orienter cette armée-là, ceux qui sont formés. Il faut aussi dire que aujourd'hui, c'est encore pour la première fois qu'on commence à former les militaires. Hein. Il y en a aussi ceux qui... Mobutu en avait formé. Oui. Après combien d'années? Nous discutons entre nous, nous faisons cette évaluation. C'est pour que les choses avancent. Oui. Ce n'est pas pour s'autoflageller, comme j'ai toujours répété. Nous ne venons pas pour nous autoflageller, nous venons apporter quelque chose de bon. Contribution. Oui. Alors, ces jeunes gens qui viennent d'être formés, ils sont formés maintenant sur les techniques modernes de l'armée. Alors je pense qu'ils sont bien placés pour apporter des solutions. Mais l'évaluation ne veut pas dire le chambardement de l'ordre, tout ça. Parce que vous imaginez quand on va dire on arrête aujourd'hui l'état de siège. Pour faire cette mutation-là, ça va prendre combien de temps? Ça va prendre 3-4 mois et nous serons déjà aux élections. Et voilà... Parfois, c'est peut-être pour brouiller la politique. Hein. Il y a des propositions que les gens... Vous ne tenez pas compte du coût. Parce que vous voyez, dans les deux provinces, il y a 2 gouverneurs qui sont payés par l'État. Oui. Le gouverneur militaire est payé. Oui. Et c'est lui qui a été élu. Oui. Doit également être payé. Oui. Par rapport... L'armée gère la province ou les provinces. Les 2 provinces sont gérées par l'armée. Oui. L'administration est confiée à l'armée. Mais en même temps, le personnel de l'administration est payé. Et par rapport à l'État, ça coûte combien le Congo? Ça coûte rien. C'est l'administration. Écoutez, parfois on se plaint beaucoup. Quand on n'a pas vu quand on n'a pas regardé, quand on regarde le jardin du voisin, on pense que l'herbe est plus verte que son jardin. Et quand on mange au restaurant, parfois on a tendance à penser que l'assiette du voisin est toujours meilleure que la sienne. Non. Je vous donne un exemple de la Belgique. Pour y avoir habité. Nous avons le gouvernement provincial. Non. Nous avons le gouvernement fédéral avec les ministres du côté wallon, du côté flamand et puis du côté luxembourgeois. Et puis, vous avez le gouvernement de la Wallonie, donc comme région, vous avez la communauté et vous trouvez que pour un seul poste, on a un ministre de l'environnement fédéral, un ministre de l'environnement régional, donc à peu près 4 ou
pour le même poste-là. 3. Ah oui, c'est comme ça? Oui, déposer. Mais pourquoi les gens critiquent le gouvernement congolais? Il y en a qui crient en disant qu'on a des gouvernements éléphantesques, on a des gouvernements de plus de 60 personnes. Ici en Belgique, c'est comme ça. Il faut le débat. C'est un faux débat. Oui, c'est un faux débat. Prenez le cas de l'UGF. L'UGF, depuis que l'UGF est là, on sent quand même que les choses sont sérieuses. Et aujourd'hui, quand les gens veulent voler, ils ne vont pas avec toute la main, ils vont peut-être avec le bout des doigts. Très bien. On va prendre la dernière thématique justement pour terminer cette émission. C'est le processus électoral qui est en cours. Denis Kadima a publié la liste définitive des candidats députés nationaux retenus à la centrale électorale aujourd'hui, vendredi. Mais ce qui est étonnant, c'est que tout Congolais veut devenir député. Tout le monde veut devenir député. Nous avons ouï dire qu'il y a plus de 25 000 candidats à la députation nationale, tout simplement. Ça, c'est une mer à boire, M. Basile. Comment vous trouvez le processus électoral cette fois-ci? Est-ce que le processus sera crédible ou il y a des vices que vous devez dénoncer déjà? Bon, je pense que jusque-là, il n'y a pas encore de vices, sauf l'opposition aussi qui a vu qu'il y avait des vices. C'est leur droit. Le PPRD non partant. Bon, le PPRD non partant, ben, fort malheureusement, je ne suis pas le représentant du PPRD pour faire le commentaire adéquat là-dessus. Ben, ils savent pourquoi ils ne vont pas. Ça ne vous inquiète pas que des acteurs politiques aussi importants quittent le bateau? Et quand Antoine et Félix, non, Étienne Tshisekedi avec UDPS n'était pas parti aux élections, le Congo a continué à exister. C'est la règle de la démocratie. Et moi, je sais que c'est en étant dans le système ou en étant dans la course qu'on s'améliore, qu'on fait de bonnes choses. Et l'UDPS sait, pour avoir boycotté les élections, les conséquences de ce boycott-là, même en étant dans l'opposition, même en présentant ces candidats, parce que vous vous imaginez ces partis-là qui ne vont pas aux élections, après 5 ans, ça va être comment? Les conséquences sont là. Le processus est en cours. Oui, vous avez dit que le chef de l'État remportera ces élections haut la main. Avec quel bilan? Le bilan, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Oui, mais vous êtes Congolais. Oui, vous êtes Congolais, vous vivez à Kinshasa. Oui. Non, ce qui m'a beaucoup plu, c'est... à part la francophonie... Les 145 territoires. Il y a les 145 territoires. Oui. Excusez-moi. Les 145 territoires, j'aimerais aussi demander à la communication présidentielle, c'est de mon droit, et à la communication du gouvernement aussi, c'est mon droit. Oui, tout à fait. Ils doivent arriver à faire l'évaluation. Il faut qu'il y ait des équipes de couverture sur terrain. Et prenez, si vous avez des frères au village, dans presque beaucoup de territoires, les travaux sont en train d'être réalisés. Récemment, j'étais à Lusa. D'accord. La route par laquelle je suis passé, pour le secteur de Louachi, il y avait déjà un hôpital qui était en train d'être construit en durable. Et ah bon? Oui. En province? En province. Et je vis aussi les écoles qui sont en train d'être construites. Et c'est là que je dis... Mais ça n'est pas connu à Kinshasa. Mais mon frère, je disais qu'il y a l'union sacrée des façades et il y a l'union sacrée des fonds. Et tous ces députés qui disent que nous avons été sur le terrain, pourquoi ils ne viennent pas avec des clichés des écoles qu'on construit, des centres de santé qu'on construit, pour dire que voilà, nous sommes à tel niveau, tel état? Ils ne le disent pas. Mais quand il faut se promener avec des effigies
Fachi béton, oui, il est béton, mais si lui, il est béton, vous êtes qui? Si vous composez avec le béton, il faut dire que moi je suis une brique. Béton. Oui, mais si vous dites que Fachi béton, comme un slogan, parce que vous pensez qu'il est naïf, non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Donc au deuxième mandat, si Félix remporte les élections, vous voulez qu'il change d'équipe? Qu'il améliore l'équipe. Excusez-moi, je ne suis pas dans le changement. Non, il y a améliorer, c'est mieux que changer toute l'équipe. Parce que il faut aussi expliquer à la population que l'État, c'est la continuité. Il y a eu beaucoup de ministres, je ne cite pas leur nom, ou des conseillers du président, qui sont partis, il arrive, il rase tout. Il vient avec son équipe. Mais il n'y a pas la continuité. Vous ne connaissez pas les soubresauts de l'administration. Donc il faut qu'il y ait ceux qui sont là, mais qu'on améliore, parce que je vois quand même qu'il a ménagé. Il aménage petit à petit. Vous ne pouvez pas commencer sur le néant, il faut commencer sur quelque chose. Très bien. Oui. Merci d'être passé, nous sommes à la fin de l'émission. Merci à vous d'être passé, M. Basile. Je rappelle que vous êtes président de votre parti politique, la libérale congolaise. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes. Le journal, c'est dans quelques instants.